Salut les Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible de la team catch-up des shows de la WWE et consorts. Aujourd'hui, on se retrouve pour commenter le Friday Night SmackDown 1144. Ça se passe, vous le savez, depuis la semaine dernière, c'est le retour au public. Ça se passe au Rocket Mortgage Field House de Cleveland, Ohio, USA. Aux commentaires, on est toujours avec Michael Cole et Pat McAfee. Vous m'avez peut-être identifié. Je suis votre dinosaure masqué, que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette review, pour commenter le monde merveilleux du show bleu, rien de tel qu'un magnifique, un fantastique, un sympathique coyote. J'ai nommé tout simplement l'ami Zigote. Salut Zigote. Salut tonton, comment vas-tu? Ça va et toi? En forme? Très en forme. Je suis chaud pour reviewer mon premier show avec retour du public depuis le début. Voilà, donc tu es autant en forme que le public de Cleveland, parce que Yes. ça va être à peine un spoiler, les amis, peuple de catch-up, mais le peuple de Cleveland, lui, va être chaud bouillant pour ce retour de la WWE. Alors la WWE veut mettre les petits plats dans les grands un peu, parce que elle va organiser pas mal de dark matchs dont je vous parlerai un petit peu au fur et à mesure. Juste avant en fait que le show officiel commence. Le public aura droit à deux matchs. Alors c'est bizarre parce qu'on aura un match un peu NXT féminin avec Aliyah et versus Indy Hartwell avec une victoire d'Aliyah. Alors elle qui gagne quasiment jamais à NXT, elle vient en dark match à SmackDown et elle gagne un match. et on va avoir aussi un match entre Odyssey Jones et Austin Theory. Alors là je crois que c'est Jones qui a gagné le match, mais il faudra peut-être un petit fact-checking parce que j'ai un petit doute là-dessus. Et on reviendra un peu sur ces histoires de dark match plus tard. Voilà, mais sachez que le public de Cleveland a quand même été assez gâté par la WWE. Alors, mon zigote, je sais pas ce que tu as pensé un peu depuis cette dernière semaine passée, là, depuis le Money in the Bank et le retour du public. Quel effet ça t'a fait, là, les derniers Raw et SmackDown qui sont passés avant qu'on commande celui-ci? Plutôt très bien. Après, je n'ai pas été aussi dithyrambique que vous, que ce soit sur SmackDown ou le Money in the Bank, voire même Raw. Mais non, ouais, rien que le public, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien, ça permet de regarder des shows sans que ça soit ennuyeux ou même on s'endormir, parce que les écrans du Thunderdome, au bout d'un moment, c'était bien, mais il y avait de l'idée, mais ça avait fait son temps. Et donc c'est très bien. Après Money in the Bank, j'avais trouvé ça mitigé. Le tout premier SmackDown en public où Papy avait été on fire sur la note, pas autant que lui. Et le Raw qui vient de passer était très moyenasse, mais je pense qu'on redémarre la saison publique avec du SmackDown toujours devant Raw, pour ma part. Oh bah écoute, justement tu parles de Raw, et bah écoute, SmackDown a décidé de faire les choses un peu comme un Raw, puisque on va ouvrir le show avec le même personnage. C'est tout simplement Johnny B. Good, John Cena, qui fait son entrée pour ouvrir le monde merveilleux du show bleu. Alors, depuis qu'il il est revenu, c'est pop stratosphérique, ça continue, la pop de Cleveland est tout autant stratosphérique. Il va faire ses entrées habituelles, un peu de rap, se faire un petit peu de cheap pop facile, quoi, en parlant du club de baseball local, en parlant voilà des petites références très américaines et très Ohio style. Mais il va surtout rappeler qu'il est revenu à la WWE pour challenger le mégalo Roman Reigns pour le titre universal à SummerSlam. Pour lui, c'est l'endroit parfait pour avoir un face-à-face dès ce soir. Et il espère bien que Roman Reigns va pointer son nez, quoi. Après, il nous explique un peu John, qu'il considère qu'avec Reigns, en fait, SmackDown, ça craint un peu quoi maintenant, quoi. Et même s'il est content que l'époque Thunderdome soit finie et que les fans soient dorénavant présents en chair et en os, lui, il se demande maintenant que le public est là, pour qui ils vont être à SummerSlam. Et alors là, on va avoir droit à un chant de soutien envers Cena. Franchement, après plusieurs années de gros écarts en fait entre le public, où d'un côté on avait les Let's Go Cena et puis les Cena Sucks, là vraiment depuis son retour on sent vraiment qu'il est accueilli quasiment en mode légende, j'ai presque envie de dire en mode Hall of Famer. Et là les Cena Sucks sont complètement disparus, il va encore avoir une pop énorme en racontant des choses simples.
Finalement, il va se demander un peu où est passé Reigns, parce qu'il n'arrête pas de parler comme moi je suis en train de le faire, et il n'y a personne qui se pointe. Mais il dit qu'après SummerSlam, il sera là, il dit qu'il veut voir Reigns, mais que bah, c'est pas grave s'il vient pas, et bah, lui il fera les choses à sa manière. Finalement, on a quand même Paul Heyman qui décide de se pointer sur le petit tantron, et qui va expliquer à Cena que bah, tout ce qu'il a raconté, c'est du bullshit, on va simplifier les choses. Reigns, il peut pas entendre Cena de toute façon parce qu'il mérite même pas d'être entendu par le chef de la table. Et Eman va assurer cependant que Cena aura la réponse du challenge proposé dès ce soir, malgré tout. Et il va bien se foutre de la gueule, gentiment, de John Cena, en parodiant un petit peu le theme song du Johnny Boy et voilà du Paul Heyman dans le texte quoi. Alors cette entrée mon zigote là, le retour du Cena à SmackDown, la folie non? Ah bah clairement la folie. Cena au micro aujourd'hui dans le roster de la WWE, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui lui arrive à la cheville. Il sait faire ce qu'il sait faire depuis des années et des années. Et là, comme tu disais tout à l'heure, oui effectivement, il n'y a plus de depuis le retour du public, il n'y a plus ce côté Cena sucks, let's go Cena. Là, ils sont vraiment tous derrière lui. Après, je pense qu'ils ont, tout le monde en avait besoin. C'est une bouffée de fraîcheur. Parce que même mine de rien, Cena, ça fait quand même, à part, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Et là, le fait qu'ils reviennent avec le public et tout ça, ouais, ça fait carrément du bien. C'est super appréciable. Et puis voilà, c'est du talker en or. Et voilà, voilà, c'est comment dire, un peu comme quand The Rock revient, c'est une promo très classique, mais efficace, qui fonctionne très bien avec le public et qui a très bien fonctionné avec moi. L'arrivée de Paul Heyman sur la fin, moi j'ai bien aimé, et puis ça me fait, c'était très simple aussi. J'étais à deux doigts de me dire qu'il allait faire Ladies and Gentlemen, My name is Paul Heyman, I am de The Advocate ou je sais pas quoi du Tribal Chief, mais le fait qu'il quand il chante le thème de Cena, quand il fait son tout 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 tout, ouais, moi j'étais mort de rire devant mon écran. Ouais, un opener classique mais très efficace avec moi. Ouais, je crois un John Cena au top de sa babyfaceitude et puis je pense que de toute façon là il est pas clivant parce que justement il a été absent quand même depuis WrestleMania 36 hein, c'est pas comme si il faisait un retour 3 mois plus tard. Donc je pense que le public là profite de chaque seconde parce que je pense aussi que le public américain comme nous d'ailleurs on est bien conscient qu'on commence à arriver sur la fin de carrière de catcheur du John et que donc on en profite à fond. Alors, on peut faire un big up au Giscal, le fan devant l'éternel du Marine, qui a dû kiffer sa race de voir le John Cena comme ça nous sortir une promo de top babyface absolue. Comme tu dis, finalement, c'est du grand classique, mais bah, quand ça se passe dans des conditions comme ça, ça marche super fort, quoi. Quand le public est complètement au taquet et est complètement prêt à recevoir ce genre de promo, bah, ça donne un feel-good moment. Et c'est vrai que ça commence bien. Et puis cette interpellation du Roman Reigns, on sent bien en plus, même si on n'est qu'au tout début du show, on sent bien que cette interpellation envers la tête de la table, ça va pas se passer comme ça. Hein. Je pense que toi aussi, tu avais le même sentiment, non? Oui, clairement, carrément. Je vois pas. Et puis Roman Reigns ne va pas venir parce que John Cena le demande. Roman Reigns, Ouais. c'est pas la tête de la table pour rien. Tu lui dis pas, il vient. Il y a que si lui te demande de venir que t'as intérêt à pointer le bout de ton nez. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est exactement ce que je pense. Je pouvais pas rajouter un mot que ça, tellement je suis d'accord avec toi. Allez, on va avoir une petite vidéo très, très rapide. On nous remontre le retour en main roster de Finn Balor de la semaine dernière et son attaque sur Sami Zayn. Les deux vont s'affronter ce soir et ça va être ni nul ni deux puisqu'on va avoir un Finn Balor versus Sami Zayn. Alors là, le Finn Balor qui, pareil, est complètement collé en top babyface pour son retour suite à sa pige, sa longue pige à NXT. On sent que pour Sami Zayn, c'est un peu compliqué là. C'est un espèce de retour dans la mid-card et on lui a demandé, et j'ai bien l'impression, hein, c'est même plus qu'une impression, d'être vraiment là pour remettre en valeur et rendre à nouveau dangereux notre ami Finn Balor dans le main roster, qui est quand même un gros palmarès, mine de rien, entre les ceintures intermédiaires de l'Intercontinental, qui a été le premier champion universel ever, et qui finalement bah, a été faire un peu une cure de jouvence dans le show noir et jaune. Donc on nous lance pour un match, on va avoir un match de presque 9 minutes.
avec toutes les tricheries possibles et inimaginables de notre ami Sami Zayn, qui de toute façon ne s'en laisse jamais compter, quel que soit l'adversaire. Alors, au final, c'est un peu marrant, parce que moi je le trouve presque plus impressionnant physiquement que Finn Balor. Mais Finn Balor, lui, il a la vitesse, il a la technique. Il a voulu porter pas mal de prises, mais Sami Zayn, toujours par filouterie, réussit à s'en sortir. Je pense entre autres quand Balor a voulu porter le shotgun dropkick, là, mais que Zayn va contrer avec une putain de Blue Thunder Bomb des familles, malheureusement pour un compte de deux. Finalement, Baylor va contrer une souplesse avec des coups de coude et réussir à placer son double stomp, puis il va placer le Sami Zayn dans le coin du ring. Et vous là, vous connaissez la procédure de l'Irlandais, en l'occurrence le coup de grâce. 1, 2, 3, victoire de Finn Balor en 8 minutes 45. Qu'as-tu pensé de ce premier match, mon zigote? De ce retour de Finn Balor? De ce retour de Finn Balor. Alors, j'avais déjà dit par le passé que je ne suis pas forcément un grand fan de Balor, même si je lui trouve toutes les qualités in-ring qu'il faut. Personnellement, je lui trouve un manque de charisme. Après, ça, c'est personnel. Mais c'est positif, et je pense que le fait de l'avoir basculé sur le show bleu et non sur le show rouge, c'est bénéfique pour le show bleu, pour beaucoup de choses, parce que de toute façon, SmackDown a toujours été voué à être le show catchesque plus que Raw. Raw, c'est beaucoup plus dans les stories, avec un peu de catch et beaucoup plus d'entertainment, comique, tout ça. Sur la Fox, je pense que c'était une demande à l'époque, hein, quand ils avaient récupéré les contrats, d'avoir du catch et d'action quand même non-stop, qui a toujours été un peu l'essence de SmackDown. Et ouais, c'est après voilà, malgré les quelques reproches que je pourrais faire à Bella, ouais, c'est une plus-value pour le show bleu. Dommage, du coup, dans l'histoire pour Sami Zayn, parce que il est toujours pas très loin, il a toujours été pas très loin d'une ceinture ou autre, et à chaque coup, il y a quelque chose qui se passe, et il repart en dessous. Il y avait eu, avec l'Intercontinental Championship, vers un moment avec Apollo Crews, où il tenait un peu ensemble, enfin, il s'était mis de son côté, mais il a renié toujours sur la ceinture, et au bout du compte, il a jamais trop cherché à récupérer son dû. Voilà, après, Zayan, en bon professionnel, il met les autres en avant, comme tu as dit tout à l'heure sur ton récap. Il est là on l'a dû lui demander, voilà, faut que Balor il devienne fort. Et à la fin, quand on fait monter des gens, ça fait piquer des places aux autres. Donc du coup, Balor monte et Zayan redescend, malheureusement. Alors qu'au bout du compte, on pourrait peut-être les laisser tous en Raw au niveau de l'Intercontinental, ou voire même le titre de champion du monde. Ouais, alors Sami Zayn, moi je trouve qu'il fait un gros gros boulot en fait, si tu veux. Pour moi, c'est presque lui qui est le plus à louanger dans cette histoire, hein, puisque là, il est dans le rôle du mec qui affronte un retour et qui doit tout faire pour que notre ami Finn Balor soit fort. Et je trouve qu'il réussit parfaitement cette mise en place. Alors, moi, ça me rend un petit peu chafouin, pas par rapport à Finn Balor, que j'aime plutôt bien, mais parce que moi, j'aimerais vraiment voir Sami Zayn un peu plus haut dans la carte, et que j'aimerais qu'on lui donne un peu plus sa chance. Alors pourtant il est là, c'est un peu paradoxal. D'un côté il est à l'antenne, il est présent, il a régulièrement des rivalités, etc. Ouais, c'est ça. Mais depuis qu'il a perdu l'Intercontinental, etc., ça commence à dater d'un petit moment, tu vois, et je trouve qu'il est peut-être pas traité assez à sa juste valeur. Mais bon, on sait qu'en catch, il faut laisser du temps au temps, et qu'il reviendra certainement. Alors j'ai bien aimé par contre, c'est que entre autres, la WWE a remonté un peu un package d'un grand match qu'il y avait eu avec Sami Zayn, qui avait tenu lieu à Clash of Champions, dans ce fameux ladder match là avec AJ Styles, Jeff Hardy, ce qui avait été un match extraordinaire. Je crois Avec que- la menotte, Ouais, ouais, avec la fameuse menotte que j'avais noté 5 étoiles à c'est l'époque, je ça. crois. Je crois en 2020, clairement un des plus grands matchs de l'année 2020. Et vraiment, donc voilà, donc bon, on espère. Je sais que ça va prendre du temps un peu, mais il est toujours là. Donc moi, j'espère beaucoup de choses pour Sami Zayn. Et puis, bah, pour terminer sur le cas de notre ami irlandais, est-ce que tu crois pas, mon petit zigote, que le Finn Balor, il pourrait tout simplement essayer de s'incruster dans la picture du main event, quoi?
Bah, il y a possibilité, il était quand même. Quand il est arrivé à Raw à l'époque de sa première montée d'NXT, il a été comme basculé tout de suite sur la ceinture suprême. Il a eu la blessure qu'on connaît tous, qui l'a éloigné des rings pendant très longtemps. Après, bon, il a un peu végété, il est redescendu à NXT. Et NXT, pareil, il a refait des piges, et au bout du compte, il est reparti au niveau de la ceinture mondiale. Et il est revenu à SmackDown. Je pense que c'est pas pour rien. Alors malgré les dirty sheets qu'on peut lire et tout de Vince McMahon à l'encontre d'NXT, je crois savoir quand même qu'il apprécie Finn Balor et que s'il revient dans le main roster, c'est pas pour rien. Et que oui, je pense qu'il va sûrement titiller un titre de champion d'ici peu. Alors même si ça pourrait me paraître un crime de lèse-majesté pour certains auditeurs, moi je vois un fantasy booking dans le genre, tu vois, on l'aura jamais vu venir et on verrait un Finn Balor venir s'incruster dans un triple threat, tu vois, nous faire une triple frite, Cena, Reigns, Baylor, ça serait vachement surprenant. Je pense que ça ferait crier beaucoup, peut-être pas dans le bon sens, mais en tout cas, Finn Balor, lui, depuis qu'il est arrivé, il clame haut et fort que son but ultime, c'est l'Universal Championship. Alors, on va voir par la suite que ça aura peut-être un petit impact, mais ça, vous allez le savoir en continuant à nous écouter, les amis. Allez, on retourne en Wrestling. coulisses. On retourne en backstage, mon cher Zigote, parce qu'il y a Calabressin qui nous fait une interview de Baron Corbin, quoi. Et qui lui demande, alors la semaine dernière, Baron Corbin nous avait laissé en nous annonçant qu'il était en train de monter une opération de crowdfunding pour essayer un peu. Alors il avait monté la barre haute, hein, puisque je crois qu'il avait monté la barre à 100 000 dollars, le mec, rien que ça, quoi. Et alors, bah, du coup, Kayla, elle veut des nouvelles. Le WWE Universe veut savoir ou pas. Et bah lui, il explique que bah en fait, ça lui a rapporté zéro, nada, pot de balle. Le gars qui a construit le site, finalement, il s'est barré avec la caisse et il lui répond même plus au téléphone. Apparemment, le gars lui aussi volé son identité, hein, et a aggravé sa situation à la banque. Donc vraiment, tout va très très mal. Il a de la sauce ketchup sur sa chemise. Bref, et le pire du pire, il a été obligé de voyager avec la plèbe puisque notre ami Baron Corbin a été obligé de prendre le bus. Et il a découvert quoi? Corbin, il a découvert que dans les bus, eh ben, ça sent le fromage et les chaussettes sales. Donc, notre ami Corbin, mon bon zigote, il est complètement à la dérive. Oui, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire avec le Baron Corbin. Bon, il faut occuper de la low card. J'ai trouvé ça marrant. Enfin, ça dépend. Il y a des moments où je trouve les segments plutôt marrants dans le sens où Baron Corbin dépité comme jamais. Après, et on lui laisse du temps d'antenne. Après, je sais qu'on a dit, ils ont toujours eu plus ou moins la confiance des officiels. Voilà, ça dépend. Il y a des jours où c'est drôle, il y a enfin des semaines où j'ai trouvé ça marrant, et là, de souvenir, je crois qu'il y a un petit segment, on en reparlera sûrement après, qui m'a fait sourire. Après, ça va pas, comme diraient mes aïeux, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ouais, ouais, c'est sûr. Eh ben, écoute, d'ailleurs, je te propose qu'on en parle tout de suite pour évacuer le cas Corbin dans ce SmackDown, puisqu'effectivement, un peu plus tard, il y aura un nouveau segment Colix avec Kevin Owens qui va retrouver Chozzy et Nox et qui vient pour faire le mécanicien un peu, hein. Il veut filer un coup de main aux filles pour réparer leur tank. Apparemment, elles auront un problème de réglage de leur missile. Et il va croiser Baron Corbin qui va s'excuser pour ce qui s'est passé la semaine dernière. Il explique qu'il a eu une mauvaise semaine, que voilà, c'est pas cool, quoi. Il y a des semaines comme ça, c'est vraiment pas cool, quoi. C'est pas fun. Et, euh, et finalement, bah, au lieu de vouloir sortir de sa situation un peu le Corbin, Owens il lui dit que bon, bah, de toute façon, ça fait 8 ans que Corbin il se comporte comme un asshole, quoi, comme un gros salopard, donc finalement il a que ce qu'il mérite. Corbin, lui, va pas arrêter de se lamenter. Il explique que maintenant il fait que manger des spaghettis carrément dans la boîte de conserve. Et puis Owens, il prend pitié pour lui. Il est quand même sympa, hein, ce Owens, hein. Il est presque humanitaire comme garçon et il va lui filer 40 dollars, quoi. Il va lui filer 40 dollars pour lui dire d'arrêter de mal se comporter avec les gens. Alors, je sais pas si 40 dollars, ça peut suffire pour arrêter de mal se comporter avec les gens. Je sais pas, c'est une option, hein, mais ça me semble un peu léger, hein. Et Corbin, il va le remercier quand même, quoi. Et au moment où il le remercie, bah, il y a Shotzi, elle réussit enfin à activer le missile du tank et bam, ça lui tombe en plein dans les balls. Voilà, le Baron Corbin se prend le missile de Shotzi et Tegan Nox en plein dans les couillasses. Voilà, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, grosse souffrance. Là-dessus, il y a Ziggler et Root qui sont aussi des heals, hein, quand même, il faut le signaler, qui ont vu toute l'affaire. Ils vont se foutre à
allègrement de la gueule de Corbin. Ils vont même essayer de lui piquer sa thune, mais il y a Owens qui va quand même réussir à les chasser. Donc voilà, on finit le segment Baron Corbin, mon bon zigote, là-dessus. Alors pour toi, $40, ça suffit pour racheter toutes les fautes de Baron Corbin? Voilà, bon, pour ma part, pas du tout. Ça ne sert à rien de racheter Baron Corbin, hein. Il peut repartir à NXT là où il était très bien. Non, bon voilà, après voilà, il faut faire un ou deux segments divertissants. Bon, je trouve ça marrant le fait que, enfin, le missile du temps que parte et que Ziggler et Roule lui pique son argent. Voilà, c'est c'est vraiment, c'est vraiment bas du front. Après, du coup, ça veut dire que ça va peut-être amener, vu l'intervention de Owens qui revient, ça va sûrement amener à une future team Corbin-Owens. Je suis pas convaincu. Alors, est-ce qu'on est beaucoup convaincu? Alors moi, j'avoue que je suis pas du tout convaincu, moi, de voir Kevin Owens dans une rivalité avec Baron Corbin, parce que j'en ai pas envie. On parlait du cas Sami Zayn, et ben je peux dire à peu près la même chose de ce qui concerne Kevin Owens. Alors je m'en suis assez longuement exprimé pendant la review du Money in the Bank. Allez-y, elle est en ligne. Et donc moi j'étais très très déçu que Kevin Owens, je sais pas si tu nous as écouté, mon ami Zigote, mais moi j'étais très déçu que Kevin Owens ne gagne pas le Money in the Oui, Bank. tout à fait, tout à fait. Euh, et, euh, et c'est vrai que bon bah là le revoir dans une feud de mid-card avec presque un low carder, parce que pour moi Baron Corbin on n'est pas loin du low carder, Mhm. ça m'embête un peu, et puis ça m'a un petit peu gêné cette intervention de Ziggler et Roode, parce que ça m'a créé une grosse inquiétude, c'est qu'on nous colle le Baron Corbin en tag team avec Kevin Owens, et alors là vraiment j'avoue que là ça me mettrait un gros coup au moral, quoi. Moi qui voudrais voir Kevin Owens si haut dans la carte, puisque moi, pour moi, il fait partie des main eventers, micro, in-ring, ce garçon a tout. Il a peut-être pas le physique dont rêve Vince McMahon, mais en tout cas, pour moi, c'est un total package, ce Kevin. Et j'ose espérer que ce n'est qu'une transition. Je souhaite. Ouais, on le souhaite, on va voir, on verra bien la suite, quoi. Allez, on retourne dans la salle où on va avoir d'abord quelques images de Biggie en train de remporter le Money in the Bank de dimanche soir. Il est sur le ring, le Biggie, avec sa mallette, bien sûr. Le public va lui chanter un You Deserve It réglementaire. Biggie, il dit qu'il apprécie, que c'est un show qu'il n'oubliera jamais, c'est une nuit qu'il n'oubliera jamais, que d'habitude les matchs pour les échelles c'est pas trop pour lui, et il a tout à fait raison, puisque je crois que jusqu'à présent il en avait quasiment jamais gagné. Mais voilà, quand il a grimpé au sommet après avoir collé ce monstrueux big ending quand même, il faut bien le dire, il a gagné, et il a gagné, et il a gagné, et on n'en saura pas plus, parce qu'au moment où il dit ça, eh ben, Apollo Crews et le commandant Azine viennent l'interrompre. Alors Apollo au départ il va être assez urbain comme garçon, il va le féliciter pour le succès et d'avoir réalisé un peu la surprise. Gagner la mallette c'est une chose, mais gagner un titre c'est autre chose. Et lui c'est ce qu'il a fait à WrestleMania 37 et il est bien là pour le rappeler. À ce moment-là, bing, Ziggy et Robbie ils débarquent aussi. Alors le show-off, lui, il nous dit que voilà, si Cruz parle du titre intercontinental, les Dirty Dogs se doivent d'être là. Parce que faut quand même rappeler que le Dolph Ziggler est multi-champion intercontinental, donc cette ceinture, il aime bien. Shinsuke Nakamura et Rick Books vont aussi débarquer et du coup ça va être un peu un espèce de gros bordel et du coup comme il n'y avait pas assez de monde sur ce segment on s'est dit bah tiens si on rajoutait un mec qui jusqu'à présent avait plutôt traîné du côté du titre universel et qui là depuis 2-3 semaines est bien redescendu dans la carte, vous l'avez peut-être reconnu, c'est notre ami suisse, c'est notre ami Cesaro, le cyborg arrive, lui il fait savoir qu'il veut le titre aussi, alors ça c'est assez drôle parce qu'en fait il parle de ça alors que finalement aucun des gars parlait véritablement de moi je veux le titre, moi je veux ci, moi je veux ça. Il n'y avait pas de demande spécifique, mais lui il dit mais vous arrêtez de parler de ça, même si vous parlez pas, c'est pas grave. Moi je veux le titre aussi. Ça va se terminer en une grosse bagarre entre tous les mecs avec les deux anciens coéquipiers Cesaro et Nakamura qui vont vider le ring. Et là on s'attend, mon bon zigote, tu viens de dire ce que t'en penses, mais sur le coup on s'attend à un tag team playa à la mode SmackDown, non? Bah, complètement. Et ben Complètement, pas du tout. et c'est pas du tout ce qui va se passer parce qu'il va y avoir un switch. Alors avant de passer sur ce switch, alors ce switch, vous savez comment ça se passe aux États-Unis, comme un show, on se dit bon bah ok, derrière on va enchaîner un 3 contre 3 qui avait plutôt une belle gueule de prime abord comme ça. Moi j'étais plutôt favorable en fait à ce 3 contre 3 et en fait on lira dans les reports que ce match on ne le verra jamais à l'antenne parce que ce match il va être passé en dark match pour le public. Et alors je te donne juste l'info, mon bon zigote, mais c'est donc Biggie, Cesaro et Nakamura qui ont battu Cruz, Ziggler et Roode dans ce dark match.
Et donc, on ne peut pas vous en dire grand-chose, Peuple de Catch-up, vu qu'on ne l'a pas vu. Mais par Voilà. contre, le switch, comme vous tous, on y a bien assisté. Et donc, effectivement, il y a bien eu un switch, puisque là, on a quitté Cleveland et on s'est retrouvé à Miami, où en direct du Rolling Loud Festival, et bah, tout simplement, la WWE avait posé un ring devant une foule monstrueuse. Alors, j'étais difficile à dire combien il y avait de personnes dans l'assistance, mais c'était assez incroyable. Et donc le ring, pour vous faire le descriptif, était posé comme sur une scène de concert de rock, avec tout le public face à lui. Et on a eu le droit à 2 matchs dans ce Switch. Et on a eu droit à un premier match avec Angelo Dawkins, les Street Profits débarquent, et la Alpha Academy avec Chad Gable et Otis. On va avoir un match très très court. Alors, on va en parler après parce qu'il y a des trucs que j'ai trouvé géniaux et des trucs que j'ai trouvé très étranges. Et le match en lui-même est presque anecdotique, hein. Il dure 4 minutes. J'ai trouvé ça presque sans intérêt. Et puis en plus, on sentait bien que là, c'était vraiment que les faces qui ne pouvaient qu'intéresser à la victoire s'ils voulaient de la réaction un peu du public. Donc on va avoir un match de 4 minutes très court, une victoire d'Angelo Dawkins sur Chad Gable. Vraiment, j'ai presque envie de dire sans éclat, parce que c'était pas fou. Même si bien évidemment on va tenter le roll-up réglementaire de la part de notre ami Gable, mais ça va lui donner qu'un compte de 2. Finalement, quand même, notre Angelo Dawkins, il va pas finir le match en roll-up, lui. Il va décider de finir le combat avec un bon spinebuster des familles. 1, 2, 3. Victoire d'Angelo Dawkins. Mon zigote, derrière, il va y avoir un deuxième match qui va être quasiment à peine plus long. Et pourtant, c'est un match qui va être quand même pour le SmackDown Women's Title. Rien que ça, entre Bianca et Carmella, un rematch, toujours face à cette foule, toujours à Miami. Le match commence, petite domination de la heel pendant les 2 premières minutes. Après, derrière, ça va se transformer en rouleau compresseur de la part de Bianca Belair. Et au bout de 5 minutes 35, haletante ou pas, Bianca Belair va remporter le match. Elle conserve, la musique est envoyée et bim bam boum, on reswitchera du côté de Cleveland. Alors, mon bon zigote, qu'est-ce que tu as pensé de ce fameux switch? Qu'est-ce que tu as pensé du fait que la WWE se délocalise comme ça dans un festival de musique plus traditionnel? C'était un peu surprenant tout ça. J'ai été plus. Alors, à moins qu'ils en aient parlé au début du show, que j'ai pas fait gaffe, mais ça m'a un peu sorti, voire un peu même totalement du show, parce que comme on le disait juste avant, on s'attendait à voir le 3 contre 3, et en fait, pas du tout. Et d'un coup, je tourne ma tête, je fais oh, on est arrivé où? Je comprends pas, sans le coup, je le temps que je réagisse où on était, ce qu'il se passait. Alors après, voilà, je me dis en plus le rappeur ou je ne sais quel chanteur qui présentait Inconnu au bataillon pour ma part. Et après voilà, sinon la scène avec le stage, avec le ring, avec le soleil couchant, avec tout le public, ça avait de la gueule. Ça envoyait du bois visuellement. L'idée de base en soi de faire dérouler un show à 2 endroits, la WWE l'a déjà fait par le passé, que ce soit avec Ouais. WrestleMania ou même des vieux Raw, si je dis pas de bêtises. Euh, mais ouais, c'était bizarre. Et puis après, je suis pas forcément sûr que le public présent était tous aficionados de catch. Donc, trouver le public moyennement concerné. Et après, au niveau des combats, comme tu l'as dit en début, hein, c'est les faces qui ont gagné. Belair, pareil, qui gagne. Après, c'est une Reddit de ce qu'on a vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Voilà, c'était pas. L'idée est pas mal, mais après, voilà, c'est sur la façon de faire. Et puis, j'avoue que si toi, tu es téléspectateur, je sais pas, qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir 2 combats de catch sur un set où les gens sont moyennement concernés, ou tu avais peut-être plutôt envie de continuer à voir ce qui était en train de regarder à la télé au Rockford Center, je sais pas quoi. Ouais. Alors moi, comme toi, je suis un peu partagé là-dessus. Alors je te rejoins complètement sur le principe que la WWE a déjà fait ça, de délocaliser des matchs, d'entrecouper dans des shows, etc. Ou faire des matchs spéciaux sur des événements particuliers. Je pense en particulier à la finale de Super Bowl où NXT avait fait un match pendant le halftime. Et donc c'est quelque chose qui se pratique pas régulièrement, mais de temps à autre.
Ensuite, en fait, je suis partagé sur ce Switch-là. Parce qu'effectivement, comme toi, au début, j'ai pas forcément calculé que les commentateurs en aient parlé spécifiquement de ce Switch. Et peut-être qu'ils en ont parlé, mais que sur le coup, j'y ai pas prêté attention. Peut-être pris par l'action entre Finn Balor et Sami Zayn, ou les taches de ketchup de Baron Corbin. Et donc, première surprise. Après, il y a ce rappeur qui démarre son flow. Je me dis, tiens, et là, le décorum. Premier point positif, je trouve le décorum fantastique, quoi. Oui. La salle, incroyable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une foule comme ça, aussi immense. Avec, comme tu l'as dit, avec un soleil couchant magnifique derrière de Miami et tout ça, c'est vrai que le décorum est fantastique. Le ring posé, alors moi j'aime bien le principe de tout le public autour d'un ring, mais là comme on est dans une version concert rock, bon bah, c'est pas grave, ça m'a moins dérangé, à part peut-être quelques mouvements de cam qui étaient un petit peu étranges par moment. Mais je pense que c'était écrasé volontairement justement pour qu'on puisse voir en même temps le public, parce que la hardcam n'était pas tournée côté public, la hardcam elle était tournée côté coulisses. Et ça m'a un petit peu perturbé en fait dans mon visionnage. Après, pour moi, le catch là-dedans, ça voulait rien dire, hein. Il y en a eu 10 minutes. Oui, voilà. C'était vraiment. Je pense que c'était une espèce de pause pendant le festival, certainement pour permettre aux musiciens de se recaler pendant ce temps, tu vois. Donc en gros, il y avait 20 minutes d'entracte et on proposait du catch. Donc je pense que c'est un énorme coup de la WWE publicitaire, pour le coup, puisque là, tu touches un public qui est absolument pas habitué à ça. Et alors là, c'est là où on va parler des choses qui me fâchent un petit peu plus. Puisque tout ça, finalement, je trouve que c'est un point positif pour la WWE, mais ce que j'ai pas du tout aimé, c'est que effectivement, comme ce n'était pas un public d'habitués du catch, etc., bah en fait, il n'y avait pas de réaction. Et alors là, peuple de catch, je veux bien que vous me fact-checkiez, mais moi, je suis convaincu qu'il y avait un mec, il y avait un Kevin Dunn qui était pas loin avec les potards de la console de son et qui nous a envoyé des sons pour faire réagir. Parce que franchement, j'ai été revoir après un peu sur les réseaux sociaux et sur Twitter, sur des mecs qui avaient filmé les entrées et tout ça. Bah, c'était quand même vachement le silence dans la salle, quoi. Et je trouvais que ça se voyait vachement à l'écran qu'il y avait un vrai décalage entre le son et entre le public, et même les gens qui étaient au tout premier rang, où on peut se dire, ah bah ceux-là, même s'ils connaissent pas, ils vont peut-être être chauds et machin, et taper dans les mains, lever les bras et tout. Bah pas du tout, les gens étaient un peu genre en mode bras croisés, et ils regardaient tout ça avec un œil un peu torve, et en se disant, ah bah tiens, j'avais pas fait gaffe que dans le programme, il y avait un intermède avec de la lutte professionnelle. Donc tu vois, ça m'a un petit peu dérangé, quoi. C'était pas. Puis en plus, sur le coup, je me dis merde, avec une foule comme ça, il y a Bianca versus Carmella pour un titre, pour une ceinture. Donc du coup, ils vont peut-être leur donner 10-12 minutes. Je m'attendais à un match beaucoup plus conséquent de la part des filles. Autant ça me posait pas de problème que Dawkins et Otis, si tu veux, ça soit expédié en 4 minutes. Autant je m'attendais à ce que le match féminin, mais c'est peut-être justement au manque d'ambiance totale, et ils avaient certainement un timing bien serré qu'il fallait respecter. Respecter, ouais. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a assisté à ce truc-là. Finalement, l'info catchesque de ce truc, c'est que Bianca Belair a conservé, hein, mon bon zigote, hein, son titre. Deuxième victoire face à Carmella. J'espère que là, on va parler d'autre chose, hein, dorénavant, et qu'elle va passer à genre une Sasha ou genre une Toni Storm. Enfin, je sais pas. Qu'elle change d'adversaire. Quel que soit l'adversaire d'ici SummerSlam, moi ça m'ira bien, mais il est temps de passer à autre chose pour Bianca Belair. Voilà, donc du coup on va switcher à nouveau et on va retourner à Cleveland, dans cette grosse salle, hein. Cleveland, une salle qu'on connaît, hein, pour les anciens qui suivent la WWE depuis longtemps, ils passent régulièrement, hein, tous les ans ils passent 1 ou 2 fois par an à Cleveland. C'est souvent un public chaud, mais alors ce soir là on pourra dire que là ils auront fait le job, le public, hein, parce que vraiment ils auront été chauds de bout en bout. Ça aura été un vrai bonheur. C'est vraiment un bonheur, hein, mon zigote. Je fais une petite parenthèse là, mais quel plaisir de retrouver le public quand même, quoi. Depuis le temps qu'on attendait ça, tout doucement, quelle que soit n'importe quelle compétition sportive à travers le monde d'ailleurs, on l'a revu, que ce soit avec l'Euro, si pas de bêtises, oui, l'Euro ou les coupes américaines de football, le football américain, enfin tous les sports, ouais, ça fait carrément du bien de revoir du public, et puis et tu sens que le public, enfin, tout le monde est content en fait. Tu vois même quand, par exemple, pour le catch, tu vois quand les catcheurs rentrent, même certains qui sont heal, tu vois dans leurs yeux qui ils disent ah putain, ça fait du bien, ça fait plaisir, et puis le public le rend, et puis c'est parfait, c'est bonheur. Enfin, depuis le temps qu'on l'attendait, et en espérant que ça reste comme ça. On veut une grosse pop. Eh ben écoute, que demande le pop? On va accueillir Edge. Oui, la famille Géliel est déjà debout devant son écran puisque Edge est sur le ring. Et qu'on revoit les images en même temps de Seth Rollins, hein, qui l'attaque lors de Money in the Bank.
Alors, il va nous faire une longue promo, hein, où il va nous rappeler tous les efforts qu'il a fait pour revenir sur le ring et revenir le plus haut possible. Et il y a bien arrivé, puisqu'il a gagné le Royal Rumble. Depuis, il est quand même assez présent. Hein, il nous aura fait, depuis le début de l'année, le Edge, il est plus présent, moi, que ce que je pensais, presque. Alors, il a eu des pauses et tout, hein, mais au final, il est quand même, c'est un part-timer de solide. J'ai pas grand-chose à lui reprocher là-dessus, quoi. Et il est quand même déçu parce il espérait se présenter ce soir en tant que champion universal. Mais ça l'a pas fait. Et la seule raison pour laquelle ça l'a pas fait, eh ben, c'est Seth Rollins. Alors, il avait assuré ses arrières quand même avec les Mysterios pour que les Usos n'interviennent pas. Mais celui auquel il s'attendait pas, c'était Seth Rollins. Bah, il l'accueillit avec son super kick. Depuis, les deux, ils ont une histoire en commun qui a commencé il y a longtemps. Qui a commencé en 2014 quand Rollins l'avait attaqué alors qu'il était retraité à l'époque et qu'il avait un peu le coup en charpie. Mais ça l'avait pas achevé. Et malgré Rollins pensait que Edge reviendrait jamais, c'est raté. Edge est bien de retour en 2021. Rollins, il a aucune idée de la merde dans laquelle il vient de se mettre. Alors en réalité, il dit qu'il a aucune idée de la boîte de Pandore qu'il vient d'ouvrir. Voilà, il est un peu plus poli que moi. Et il nous indique que voilà qu'il a appris de tous les esprits les maléfiques du business. Et ça, c'est assez vrai, hein, parce qu'il a été dans des factions quand même assez dark, comme The Broad, comme Ministry of Darkness. Finalement, Seth Rollins, l'architraite, commence à arriver. Il demande, est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom? Oui, oui, Papy Edge. Alors ça, j'ai beaucoup aimé, j'ai pensé à Papy d'ailleurs. Dès qu'on parle d'un Papy, ah Papy, Papy Edge, celui qui pense qu'il est encore l'homme qu'il était auparavant. Mais ça, tout ça, c'est terminé. Alors Edge, il va lui demander de la fermer direct. Hein, et qui lui dit, bah vas-y, t'as peur, alors vas-y, rapproche-toi là, rapproche-toi, viens qu'on se batte là. Et bon, finalement, il lui promet pour le faire venir qu'il va pas chercher à le taper. Alors Rollins, finalement, il vient plus près. Il va obtenir la petite chip pop, comme l'avait fait Cena dans l'autre sens, en mode face. Là, il va la faire en mode heel, puisqu'il va expliquer qu'il déteste Cleveland et qu'il déteste toutes les personnes qui reviennent comme bon leur semble, comme Edge ou John Cena, et qui attendent pas leur tour pour avoir les opportunités au titre. Hein. Lui, il fait partie des gens qui sont là tout le temps, toute l'année, et qui méritent d'avoir des matchs importants, que cela soit dit. Rollins, il explique qu'il est content de voir Edge ce soir, mais qu'il n'y a rien qui lui ferait plus plaisir que de détruire une bonne fois pour toutes ce comeback assez minable, il doit le dire, et que si Edge continue à le provoquer, bah bientôt on partira plus de lui, mais on parlera de lui comme l'homme qui aura achevé Edge. Alors, il y a 7 ans de ça, l'autorité avait déjà hésité à l'époque d'achever Edge définitivement, mais c'était retenu. Cette fois, ça ne sera pas le cas, parce que quand il posera son stamp sur le coup de Edge, bah, c'est une nouvelle opération qu'il va falloir subir. Ça peut être tout à fait le cas, en fait. Hein. Et le Canadien, bah, il a dit qu'il n'attaquerait pas Rollins, et bah, finalement, il nous a menti, et il va commencer à s'en prendre à 7, qui va riposter. Edge va quand même réussir à porter son execution. Rollins va s'échapper de la tentative de spear et va fuir le ring. Là, la rivalité, elle est totalement lancée de toute façon depuis Money in the Bank. Je crois qu'il fallait tout simplement la confirmation pour le show de retour d'après pay-per-view. Mission réussie, je pense, mon zigote. Ah oui, clairement, mission réussie. Même si on regarde dans le détail, on pourrait se dire que Edge, en fait, c'est le méchant, parce qu'en plus, c'est un gros menteur en disant je vais pas taper et puis je vais taper. Et puis Rollins, au bout du compte, peut avoir quand même un discours de face en disant regarde, moi, je suis là tout le temps, pourquoi les part-timers, ils arrivent et puis ils piquent la place des autres. C'est quand même un peu le cas d'ailleurs, parce que s'il en revient, bon, bah, au bout du compte, il va sûrement avoir un titre pour le championnat du monde. Et Edge, ça a été un peu pareil quand il est revenu. Bon, il a gagné le Royal Rumble, certes, effectivement, mais après il est revenu et il a récupéré un title shot. Tandis que Rollins, lui, bah, il crapahute depuis plusieurs mois à récupérer son dû, un titre mondial, parce que depuis qu'il est revenu, bah, il a remonté dans les gammes, il a commencé tout en bas de la, pas tout en bas de la carte, mais un peu en bas de la carte, et là il monte, il monte, il monte, et voilà, là il aurait pu arriver peut-être directement à Roman Reigns, mais bon, bah, du coup il veut s'occuper du papy Edge, qui je lui souhaite va aller faire un séjour dans ta maison de retraite, tonton. Oh, bah, moi, je veux bien accueillir Edge dans ma maison de retraite, hein, ça me va bien. On partagera des flancs au caramel et des carottes râpées. Ça sera parfait, tu vois, quoi. Mais et je pense qu'on aura de quoi taper des discutes. Et puis je passerai un petit coup de téléphone à Géliel pour que quand même il vienne nous rejoindre avec le fiston et puis qu'il vienne partager quand même ce flan au caramel avec nous. Mais ceci dit, non, écoute, moi j'ai trouvé ça assez efficace. C'est un match que j'ai envie de voir, donc c'est plutôt bien. Ils sont un peu hors course là sur le Universal Title, même si je Ouais. pense que c'est Rollins qui va foncer dessus
d'ici la rentrée, tu vois, en septembre-octobre, voilà, dans cette période-là, je pense. Pour Rollins, au niveau du booking, ça va arriver à ce moment-là. On verra face à qui, on verra comment. Cena, Reigns, Baylor, qui sait. Mais du coup, c'est plutôt intéressant. J'ai trouvé que c'était des fois, des fois, je trouve ça un peu long parce que je trouve que Edge, moi, je le trouve un peu répétitif. Et puis, comme je le dis souvent, je le trouve très laid. Et donc, du coup, j'ai du mal à le regarder. Je l'avais dit, je crois, dans le You Talk Too Much avec Génial, d'ailleurs, on en avait parlé de ça, et j'avais dit, c'est un de mes problèmes avec Edge, c'est que je sais pas pourquoi ce catcheur, j'ai trouvé ce catcheur super laid, et presque il me fait peur, en fait. Et du coup, des fois, j'ai du mal à soutenir son visage à l'écran. Donc, c'est assez drôle. Mais voilà, je valide en tout cas le tonton Ketchup. Il vous valide cette rivalité. Et vous allez voir, notre ami Rollins, il va pas tarder à débarquer dans le main event. Et ça, c'est pour septembre ou octobre. Attention, Allez! d'ici de spoiler. Eh oui, mon zigote. On va aller du côté de la mid-card, mais féminine cette fois. Et on va avoir des débuts annoncés la semaine dernière. Et c'est tout simplement l'Australienne Toni Storm qui fait enfin ses débuts à Friday Night SmackDown. Alors elle va affronter une dame qui a participé au Money in the Bank dimanche, en l'occurrence Zelina Vega. Et première inquiétude de ma part, en tout cas quand j'ai vu rentrer Toni Storm, c'est aïe. J'espère qu'elle ne va pas être victime du syndrome NXT, puisque quand on arrive de NXT, souvent on perd, en particulier ces derniers temps. Donc, et au final, on va avoir un match qui ne va quasiment pas en être un, puisque ça va être une forme de squash. On peut dire un squash, puisque ça va durer 2 minutes 35. Céline Vega va se faire expédier par Toni Storm, quoi, mais alors expédier des familles. Bon. Au moins, ces 2 minutes 35 ont eu un mérite, c'est que c'est pas un squash qui se termine avec un roll-up. En plus, alors ça, je trouve que c'est le pire du pire, quoi. C'est faire un squash, et surtout chez les filles, et nous terminer ça avec un roll-up. Au moins, Toni Storm aura pu placer son Storm One pour le compte de 3, un vrai finisher. Mais Zelina Vega n'a pas existé. Toni Storm est entrée dans le roster de SmackDown. Welcome, Tony. Et toi, mon Ziggy, t'es content de l'arrivée de Tony? Sur le peu que je la connais, parce que je la connais du coup d'un peu d'NXT, d'époque où elle était dans je dis pas de bêtises, elle a fait partie du Mae Young classique, original. Et je la connaissais déjà un peu de nom, je crois même avoir déjà vu 2-3 matchs d'elle en indépendant. Moi, elle me dérange pas, je lui trouve quelques qualités catchesques, ce qui n'est pas de souvenir votre cas à Papy ou même à toi. Mais là, je trouve que c'était pas forcément une bonne idée de la mettre face à Vega, parce que le match a été très court et visuellement, techniquement parlant, enfin la totale, ça a été très 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 approximatif. Je pense à la limite, ils auraient dû lui mettre une Natalia qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait y faire. Le match aurait été peut-être un peu plus propre visuellement. Après voilà, elle a pas eu le syndrome de Karrion Kross d'avoir perdu, donc c'est peut-être qu'ils ont plus d'espoir sur Storm que sur Karrion Kross. Il faut croire, oui. Alors oui, c'est vrai que moi, je suis pas un grand aficionado de Tony Storm. Dans la famille Australie, moi, je suis plus team Rhea Ripley que team Tony Storm. Zelina Vega, je suis assez surpris de son traitement. Voilà, on l'a fait participer au Money in the Bank. Derrière, elle vient de jobber pour se prendre un squash pour une nouvelle entrante. J'attendais un personnage plus fort. J'attendais en plus qu'elle ait du micro et tout ça, et c'est pas du tout le cas. Alors que oui, Elle me au semble micro, elle est plutôt pas mal, quoi. Ouais, ah ouais, moi je la trouvais très bien, Zelina Vega, en promo. Et alors que bon, dans le ring, ça fait pas rêver. Donc du coup, Tony Storm versus Zelina Vega dans le ring, sans rien, sans artifice. Au final, je peux pas dire que ça m'a emballé des masses. Ça avait pas grand intérêt. Et ça remonte pas beaucoup plus la division féminine à ce niveau-là, quoi. Donc, Non, voilà. C'était c'est cl- anecdotique, on va dire. c'est ça, et c'est clair. Et après, est-ce qu'au bout du compte, on connaît quand même que le petit Vinnie Mac est quand même un peu tordu et une mauvaise personne par moment. Est-ce qu'il aurait pas repris Zelina Vega juste pour emmerder le monde et puis au bout du compte, lui faire perdre que des matchs et puis après de la jarter? Juste pour dire, tiens, je te Bah punis écoute, jusqu'au bout. Ils sont encore bien de temps en temps, la voilà. WWE, ils sont encore assez mauvais de temps en temps. Parce que elle était revenue, puis sur le coup, quand on l'a vu revenir, bon, déjà, on s'y attendait pas du tout, du tout, du tout. Et moi, je m'étais dit, ah, pourquoi pas en tant que catcheur, mais en tant que, manager de quelqu'un. Et comme toi, j'avais pensé que peut-être qu'Alistair Black serait arrivé par la suite, la semaine d'après. Mais bon,
les étoiles se sont alignées autrement, mais là je vois pas. En fait, elle est revenue limite en grande pompe entre guillemets, mais pour le coup, pour faire rien. Oui, c'est pour ça que en plus avec le départ de son mari à la IW, tu vois, j'ai pas de grands espoirs sur Zelina Vega. Presque pour moi, déjà sa présence dans le Money in the Bank était presque. J'avais envie de dire qu'il fallait un peu boucher les trous, qu'ils avaient un peu de mal à booker tout ce match complet. Donc Zelina Vega, ça tombait plutôt pas trop mal. Elle a eu, comme à l'image de ce match à SmackDown, elle a eu une présence anecdotique dans ce Money in the Bank match. Donc ça a l'air de continuer. Sur Tony Storm, j'ai l'impression qu'ils ont plus un projet, qu'il y a plus il y a plus d'envie sur Tony Storm. Et on verra ce que ça donnera par la suite. Même si voilà, je suis pas un grand fan de l'australienne, mais ça, c'est une autre Est-ce que c'est affaire. peut-être pour des parts de marché télévisuel, peut-être d'avoir encore un peu plus d'Australiens pour vendre du programme en Australie, je ne sais pas. C'est sûr, c'est le développement à l'international de la WWE. De toute façon, fait partie du package. C'est comme ça, de toute façon, quand on fait venir des catcheurs indiens pour Jinder Mahal, Arrow, enfin, quelque part, j'ai envie de te dire de toute façon que c'est quelque chose qui a toujours été pratiqué par la WWF et après WWE de toute façon. Vince Senior et Vince Junior, de toute manière, ont toujours pratiqué cela et ont toujours cherché à avoir des identités étrangères. Parce que d'abord, il fallait dans un premier temps que les méchants soient des très très méchants. Donc il fallait que ça soit des Russes, des Iraniens, voire des Français comme André the Giant. C'est quelque chose de pas nouveau. Mais donc, sauf que les marchés dépendent selon les périodes, selon les décennies. Et là, en ce moment, on est un peu plutôt dans un développement à l'Asie, à l'Océanie, et donc l'Australie en fait partie. Et on va chercher une cohorte de catcheurs et catcheuses de là-bas, mais plutôt pas mal. Ça bosse plutôt pas mal du côté des Australiens quand même. Tout à fait. Ils sortent du catcheur, mine de rien. Ah c'est clair. Enfin, moi, déjà, tu parlais tout à l'heure que tu étais plus team Rhea Ripley. Je suis team Rhea. Au choix, je préfère largement Rhea Ripley à Tony Storm. Alors que je pense même que Tony Storm doit sûrement peut-être être un peu plus vieille que Rhea Ripley. Ouais, Rhea Ripley, Rhea Ripley, elle a 24 ans. Mais Rhea Ripley, enfin, ça se trouve, elle est même plus jeune en fait. Ah non, elle a 25 ans. Elle a 25 ans. Tu vois, Ah tu vois, je la voyais plus vieille. Peut-être parce que je la connais depuis plus longtemps. Ouais, elles ont un an d'écart en fait. Donc, écoute, de toute façon, on leur souhaite que du bien à ces filles-là. Bon, la pauvre Zelina, moi, je pense qu'à terme, la All Elite te tend les bras. C'est ça. Je crois que c'est comme ça, en manager de son mari, et je pense que ça peut donner quelque chose. Parce que moi, j'avais adoré le run de Zelina en tant que manager de Andrade, je le dis et le redis. J'avais même intitulé une review de Raw is Zelina, parce que vraiment, toute cette période-là, là, avec Garza et Andrade, et même quand il y avait juste Andrade, je ne crache pas dans la soupe, et c'était vraiment une bonne période avec Zelina. Je confirme. Allez, mon zigote, on s'en va du côté du dernier match de la soirée, on continue dans la rivalité avec les Usos et les Mysterio, toujours les rivalités familiales. Alors pareil, un truc très très vieux dans l'histoire de la WWE, mais ça marche toujours et ça marche à fond. Et ce soir, c'est Jimmy qui affronte Dominique, tous les deux accompagnés. Hein. Et alors, je crois, la semaine dernière, alors, je n'étais pas de la review de SmackDown de la semaine dernière, il me semble qu'il y avait eu l'inverse, non? Où c'était Jay qui avait catché. Et donc là, du coup, c'est Jimmy. On va avoir un match pas loin de 8 minutes, de 7 minutes 45 exactement. Alors, avec toutes les interventions possibles et inimaginables. La guerre livrée ringside entre Jay et Rey Mysterio. Dominique et Jimmy vont s'en donner à cœur joie dans un style finalement assez proche en plus, quoi, assez high-flying. Donc c'est un match qui est quand même assez alerte et avec pas mal d'intensité. Jimmy va tenter un frog splash, mais Dominique va le contrer en lui mettant le 619 familial. Là-dessus, Jay va venir tenter un peu de perturber, d'interférer, mais il y a Rey qui va venir se battre avec Jay. Pendant ce temps, cette distraction va permettre à Jay de placer un super kick à Dominique.
La suite, c'est un peu bordélique là-dessus. Dominique, il va contrer un Samoan Drop. Mais finalement, Jimmy va réussir à nous faire le même coup que dimanche, je crois, hein, pour remporter la victoire par roll-up avec l'aide de Jack qui, donc, en se tenant à une corde et collé à la prône, vient poser ses pieds sur son frangin pour maintenir plus de poids sur l'adversaire, pour maintenir le tombé. 1, 2, 3, victoire de Jimmy Uso. Là-dessus, les Uso, ils vont retourner en coulisses. Excusez-moi, j'ai la voix qui part en live. Les Usos retournent en coulisses, mais il y a la musique de Roman Reigns qui va se déclencher. Il va arriver sur le ring pour répondre au challenge de John Cena. Donc, le match va être quasiment complètement bouclé. Et il va juste. Voilà, Roman Reigns, évidemment, il est à Paul Heyman. Et il fait juste savoir vite fait aux Usos qu'il a apprécié leur victoire. On va s'arrêter là, mon zigote, pour ce play-by-play. Alors, ce Jimmy Dominique, là, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, après, c'est un match plutôt correct. Alors, j'ai le souvenir d'un méga botch, un méga fail à un moment donné où Dominique, je ne sais Ouais, ouais, plus, revient ouais, ouais, en ouais. Hurricane Rana ou Ouais. je ne sais plus quoi. Et là, ça a été un peu compliqué. On a vu que Jack Dominique, je pense que du coup, c'est qui? C'était Jimmy. On voit que c'est plus Jimmy qui a réussi à récupérer le truc et que Dominique était peut-être un petit peu plus green sur le fait de essayer de récupérer se dépatouiller pour dire ah bah qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on part et tout ça. Excepté ça, voilà, le match était plus que correct. Hein. On connaît tous les qualités de Jimmy et du jeune Dominique. Qui lui souhaite d'ailleurs à Dominique de continuer à catcher comme ça. Et puis, bon, c'est un jeune garçon qui me plaît de semaine en semaine. Ah, ouais, mais écoute, le match de toute façon était assez solide. Et puis le Dominique, en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'il est en train de découvrir le catch en public. Et, c'est quoi, c'est finalement, il a commencé toute sa carrière dans la période Thunderdome, et du coup, il se retrouve balancé comme ça au lion, et je trouve qu'il s'en sort pas mal. Alors effectivement, tu l'as bien souligné, il y a un bon gros botch des familles quand même. Où il est bien, bien, bien responsable, mais c'est normal, en même temps, il est green, il C'est apprend, ça, quoi. hein. Et il est tu vois, c'est la même génération que Rhea et Tony Storm, puisqu'il a 24 ans lui aussi. Et je Ouais, voulais voir ses mensurations avant ce SmackDown, parce que je voulais voir par rapport à Papa. Et ouais, il fait quand même, il fait 1m85 et il est annoncé à 91 kilos, quoi. Il ouais, doit pas être à mal. 200 pounds. Ouais, donc il est plus lourd que ce que je pensais, tu vois. Je le voyais assez grand et longiligne, mais peut-être un peu plus léger, quoi. Bon, alors après, on sait que la WWE elle a tendance un peu à gonfler un peu les tailles ou les poids. Mais là, tout ce que j'ai vu sur Dominic Mysterio se regroupe, il est toujours annoncé à 90-91 kilos. Ouais, donc ça reste un bon gabarit en plus, quoi, mine de rien. Et il tente des trucs de high flying en étant assez grand, en étant long. Et c'est pas forcément toujours évident. Certains moves, moi, je trouve qu'il choisit à de faire. Et donc, écoute, c'est un petit jeune qui n'en veut et qui va progresser. Donc, je m'inquiète pas pour ça. Bon, mon zigote, je vais te proposer de t'asseoir à la table du studio, là. On va s'asseoir tous les deux sur les côtés et puis on va laisser la tête de la table venir s'installer. Puisque la tête de la table, comme je l'ai dit, sur la fin du match entre Dominique et Jimmy est arrivée. Reigns est donc sur le micro, votre champion universel. Agenouillez-vous, bande de hyènes. Le public, il va attendre tranquillement, hein, mais alors comment il va faire monter la sauce, que le public finisse de le huer bien comme il faut. Alors là, on va avoir une hit, mais alors une hit, mais un truc de fou, avec Eman qui va passer lentement entre les deux cordes pour venir avec la ceinture. Roman Reigns il va faire tout un truc en tendant la main avec le micro, en regardant autour de lui. Et ça va monter, ça va monter, ça va monter dans l'aréna de Cleveland. Là, ça va être un truc de dingue. Finalement, il va demander, bien sûr, à la foule de acknowledge, hein, de le reconnaître comme le meilleur. Il va recevoir une nouvelle hit qui va durer encore bien 30-40 secondes derrière, quoi. Il va continuer, il va surenchérir. Tout le monde devrait reconnaître la supériorité de la tête de la table. Et John Cena lui-même, d'ailleurs, l'a reconnu. Mais apparemment, pour Roman Reigns, Hollywood, ça donne de faux espoirs à Cena parce qu'il pense qu'il peut revenir là et de nouveau être au top, comme ça, tranquille d'un claquement de doigts. Il est revenu là avec la même musique, la même tenue, les mêmes pronos, les mêmes insultes. Voilà, grosso merdo, c'était du John Cena 2005, quoi. Donc pour lui, John Cena, bah, c'est la routine. Et c'est l'équivalent de quoi? Bah, c'est l'équivalent de la position du missionnaire, quoi. On est avec Bobon en missionnaire toute l'année, bah, oh là là, il y en a marre. Bah voilà. Pour notre ami Roman Reigns, John Cena, c'est un peu le missionnaire du catch.
Et j'ai trouvé ça, écoute, pas très PG, mais alors, qu'est-ce que ça m'a fait rigoler. Et alors, la tête, franchement, les amis, si vous allez voir les highlights de SmackDown, allez voir cette promo, parce que pour suivre un peu le cheminement du visage de notre ami chef tribal, parce que c'est quand même, pendant toute cette promo, il va dire ça sur un ton un peu monocorde et un peu taquin, quoi. Et j'ai trouvé ça très, 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 très fin. Et c'était, et surtout comme je ne m'attendais pas à la fin là sur la position du missionnaire, parce que vraiment à la WWE on n'est pas habitué à ce genre de choses. Et ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment un truc super, que quasiment il aurait arrêté sa promo là, et bah ça serait bien passé, quoi. Il n'y aurait pas eu de problème, j'aurais pris le truc comme il venait. Mais Finimi va pas arrêter sa promo là parce que la tête de la table, elle est en face de Zigote et de Tonton, et là elle dit non, non, mais les gars, c'est pas ça qui m'inspire, moi. Sina, il me voit pas, il veut pas le voir, il a aucun désir de le voir. Donc on verra pas Sina dans le main event de SummerSlam parce que sa réponse au challenge, bah, c'est tout simplement non. Alors, on a des champions qui sont réfractaires, hein, mon zigote. Hein, Bobby Lashley a refusé le challenge de l'ancêtre Goldberg. Et là, du coup, c'est notre ami Roman Reigns qui débarque pour refuser le challenge de Cena. Là-dessus, une musique va retentir. Tout le monde s'attend bien sûr au Rabadou. Ben non, c'est pas le Rabadou, c'est Finn Balor qui revient après sa victoire face à Sami Zayn et qui vient l'interrompre et qui fait savoir que si Reigns, il n'est pas intéressé par le challenge de Cena, il sera peut-être intéressé par le sien. Là-dessus, Roman Reigns va bien se gosser, va bien rigoler, pendant que le public va chanter Roman scared, Roman scared. Et Reigns finit par dire qu'il va accepter le challenge. Et SmackDown se termine là-dessus, sur le face-à-face, entre Finn Balor et Roman Reigns. Alors là, mon zigote, là, grosse analyse à venir, parce que là, on a un segment de fin de ce SmackDown, une petite surprise à la fin, mais ça, je vous garderai ça en bonus. Mais là, grosse installation de Reigns dans sa illitude qui était déjà absolue. Cena n'apparaît pas, et c'est finalement notre Finn Balor qui vient pour challenger. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Alors, je pense de tout ça que je ne mets pas un, mais deux genoux par terre quand je vois Roman Reigns, sans souci. Quel homme magnifique, avec son t-shirt blanc qui lui va à ravir. Tu le vois arriver, tu te dis, ok, bonjour patron. Et, euh, et ouais, puis c'est un show qui a commencé avec une très bonne promo et qui termine pareil avec une très bonne promo. La promo du face en intro, la promo du heel en fin, c'était tip top. Après Reigns, ce qui est très bien, c'est qu'au bout du compte, le public continue à le huer. Parce qu'on aurait pu se dire, avec le retour du public, que peut-être qu'ils auraient peut-être un petit peu tourné, ils l'auraient pris pas en grippe du coup, mais dans le sens inverse, dans le côté positif. Et non, du coup, il continue à le détester, et c'est très bien, et il le fait très bien. Et comme tu le dis, il parle avec une voix assez monocorde, il a des petites mimiques, des petits sourires en coin du genre, allez vous faire foutre, c'est moi le champion, et puis merde, quoi, je fais ce que je veux, je suis chez moi ici, le genre de truc. C'était génial. Et puis cette punchline sortie de nulle part qui était priceless. Voilà, ça c'était magnifique. Je pense que ça peut être une des punchlines de l'année 2021 pour les awards des CDC de fin d'année. Et c'est l'arrivée de Finn Balor que je n'ai pas vu arriver, parce que autant oui, comme on a dit tout à l'heure, on savait que Finn Balor allait sûrement titiller à un moment donné le titre universel, sauf que là je m'attendais pas à le voir vu que c'était un peu Cena qui s'était positionné, et le fait que pareil la pop là quand elle est arrivée, le face à face, et en lui disant voilà, moi j'ai un challenge à te proposer, et Reigns qui lui dit bon, ok. Alors, après concertation avec Paul Heyman, je pense qu'il a bien une idée derrière la tête. Ça peut donner un très très bon combat contre les deux, parce que là pour le coup, même si on ne sait pas comment dire quand est-ce que le combat va se passer, est-ce que c'est à SmackDown de la semaine prochaine, est-ce que c'est pour un futur pay-per-view ou autre, on en saura sûrement plus vendredi prochain. Faut juste que voilà, que ça ne soit pas parce que l'affiche est alléchante, mais si Roman Reigns gagne contre Balor, j'ai peur que comment dire, ça le dessert, sauf si intervention peut-être de Zayn, d'une autre chère Sami dans le combat, et du coup ça ne fait pas perdre de l'aura de Balor, mais faut pas que Balor dans l'équation perdre des points. Ou alors, comme tu l'as émis la supposition tout à l'heure, un triple threat avec Cena qui pourrait être
de toute beauté pour SummerSlam. Ouais, alors pour le coup, est-ce que c'est de toute beauté? Je sais pas, parce que sur un certain plan, moi j'ai bien envie de voir un 1 contre 1 Cena versus Reigns. Vraiment, Oui, moi aussi, vraiment c'est un plutôt. match. Ouais. En plus, j'ai envie de te dire qu'ils nous ont déjà fait le coup à WrestleMania pour Roman Reigns avec le Triple Threat et avec Mm. Daniel Bryan et Edge. Recommencer ça à SummerSlam en plus pour fêter les 1 an du titre de la tête de la table. Ouais, j'aurais envie d'un truc plus, mais je trouve qu'un Cena Reigns, c'est quand même plus mainstream qu'avec un Baylor dans l'affaire. Ouais, puis avec Autant le je pouvais petit face à comprendre. face sur le ring, tout ça, une pop Ouais, d'enfer là pendant 5 minutes à se toiser, et puis tout le public derrière avec Let's Go Cena, Reigns Suck, ça pourrait être. autant je pouvais comprendre, tu vois, ouais, au niveau du star power dans le Bryan Edge Roman Reigns, pour moi, il n'y avait pas de problème hein, à ce niveau-là. Hein. Là, je pense que Baylor, c'est pas que c'est une moins-value, mais malgré tout, c'est quand même pas le nom ronflant qu'on attendrait dans un main event de SummerSlam. Moi, j'ai envie vraiment d'un 1 contre 1 là, sévère et menu. Mais par contre, je sais pas pour autant que ça me déplaît de voir Finn Balor se rajouter à cette équation. Et ça peut permettre de booker d'ici SummerSlam plusieurs SmackDown avec des interactions. Peut-être que Cena va venir en save de Finn Balor. Peut-être que Finn Balor, tout simplement, se positionne aussi sur la rentrée. Donc moi, j'espère, voilà, mon souhait, ça serait qu'on reste sur ce 1 contre 1 Cena Reigns. Si Baylor s'ajoutera, ça sera une plus-value entre les cordes, parce que ça, il n'y a pas de problème. On aura vraiment, voilà, on aura un super catcheur supplémentaire dans l'Universal Championship. Mais si de prime abord comme ça, moi, je préfère l'option 1 contre 1. Quoi. Mais on va voir ce qui va être décidé. Alors, le dernier petit bonus, c'était pour vous dire que pour nous, téléspectateurs, ce SmackDown s'est arrêté là-dessus, mais en réalité, le public de Cleveland, qui aura donc été bien gâté, aura eu droit à un dark match, un six-man tag team, et mon ami Zigote, et bah, vois-tu, John Cena a fait son retour, ça y est, dans les cordes, puisqu'on va avoir un Dominic Mysterio, la famille Mysterio, avec John Cena, qui va affronter la Bloodline, puisque c'est dorénavant un peu le nouveau nom du clan des Samoans, Jey Uso, Jimmy Uso et Roman Reigns. Donc tu vois, The Bloodline. Et c'est les Face qui vont gagner le match. C'est la famille Mysterio avec John Cena. Alors j'ai pas le temps du match, peuple de catch-up, si vous avez, il sera le bienvenu dans les commentaires. Mais tu vois, il y aura eu un joli dark match pour le public de Cleveland pour finir. Oui, carrément. Et puis après, c'est vrai qu'on avait un peu, je dirais malheureusement, oublié que ce soit à SmackDown ou à Raw, les dark matchs d'après-show, parce que c'était quand même souvent une spécialité, ou de fêter des anniversaires. Et en général, de toute façon, ce genre de dark match, c'est tout. Bon, je vais pas dire toujours, mais je crois que c'est à peu près quand même 90 à 95% en faveur des faces, pour permettre au public de repartir content de leur show et que la victoire est gentille. Ouais, ouais. Alors bah écoute, mon zigote, on arrive sur la fin de cette review de SmackDown. Nous allons rentrer dans la procédure habituelle des chroniqueurs de catch-up, puisque nous allons nous donner notre avis avec le top, le flop et la note. Et on va commencer avec Papy. Ah, salut Papy, comment tu vas Papy? Bonjour les petits enfants. Et maintenant Papy, il est pas là les amis, mais Papy il nous a laissé son avis sur ce SmackDown. Alors il est ultra partagé. Mais comme vous avez pu voir, Zigote et moi aussi, on avait des avis assez partagés sur différentes choses. Et il a eu le sentiment que le public était bouillant. Je pense que ce n'était pas un sentiment, mon vieux papy, mais c'était bien la réalité. Mais pour lui, l'aller-retour salle-stade, ça l'a énormément sorti du show. Son flop, c'est le segment mid-card qui commence avec Biggie, puis Apollo qui débarque, suivi de tous les autres gars dont on sait plus ce qu'ils viennent faire là, avant de se terminer par un Cesaro qui demande à tout le monde de se taire alors que personne ne parlait. Oui, je crois, mon papy, que je leur ai signalé dans la review, et qui veut le titre, lequel il le dit pas. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai qu'il dit même pas Intercontinental ou quoi que ce soit, il dit juste title, quoi. Cesaro, il était en roue libre. Et alors il dit, ouais, purée, on aurait dit Goldberg face à McIntyre. Et ça se finit avec 3 faces qui font face à 3 heels, mais pas de match. Et non, pas de match, oui, bien en dark match. Et parce qu'il nous dit, ou alors ils l'ont mis au public dans la salle pendant qu'on nous diffusait le house show. Voilà, bah c'est exactement ça, mon papy. Donc, son top, c'est qu'il y a eu que des belles promos, et ça, c'est bien vrai. Et pour pas les départager, bah, il va le donner tout simplement au public de Cleveland, son top, qui a joué le jeu à mort, et ça, c'est moins qu'on puisse dire.
sa note, bah écoute, il nous explique carrément qu'il a fini par s'endormir. Bon, ça, c'est la vieillesse, hein, mon papy. Hein. Mais il m'est arrivé les mêmes choses. Et donc, hormis le Zane Baylor en opener, que des vidéos du house show, des promos, à l'exception de 2 matchs de low-card perdus tout au bout du show. Du coup, il a loupé le passage de Reigns où il s'est endormi. Apparemment, il a dû dire un truc bien, d'après ce qu'il dit. Parce que quand il a rouvert les yeux, Finn Balor avait débarqué. Bref, il a trouvé que c'était un SmackDown assez conceptuel. Et du coup, il va donner un 2,5. Parce qu'il n'a pas eu le sentiment de voir un mauvais truc, mais quand même, il s'est endormi à la fin. Alors, mon zigote, est-ce que toi, je sais que toi, tu ne t'es pas endormi, mais toi, comment vas-tu toper, comment vas-tu flopper, comment vas-tu noter? Bon, on va commencer par les notes positives. Le top, c'est tout ce qui concerne le titre universel, la promo d'ouverture et la promo de fermeture, la promo de Cena et de Reigns, que j'ai trouvé tip top et avec comme j'avais déjà dit sur un de mes avis précédents, le public ne fait pas tout, mais promo plus public, ça match généralement. Et c'est que ce soit Cena ou Reigns, ils savent y faire. Donc ça sera pour mon top. Le flop, on va peut-être dire pour une fois, je vais faire un avis à la tonton. C'est pas, enfin comment dire, pas beaucoup de combats, mais voilà, c'était un peu bizarre. Voilà, il y a eu 2 combats quand ils ont fait le switch sur la scène, qui moi m'ont complètement sorti du show. Heureusement que c'est revenu avec Edge ou je ne sais plus quoi qui m'a remis un peu dedans, mais ça m'a un peu. Non, excuse-moi, je tergiverse. Je vais donner au Switch. Ça m'a perturbé. C'est la partie du show qui m'a pas plu. Bon, c'est ça. Donc mon flop, c'est le truc au Rolling Loud Festival. Et je vais donner une note de 3 sur 5 parce qu'il y a quand même de bonnes choses qui m'ont plu. Le Edge Rollins qui est quand même assez bon, malgré ce que je peux reprocher à Edge, ça m'intéresse quand même sur la suite des événements. Voilà, Roman Reigns, c'était très bien. Cena, c'était très bien. Uso, Dominique, c'était plutôt propre malgré le petit couac. Et puis Tony Storm qui gagne, donc c'est tout bénef pour elle, ça amène à du bien. Finn Balor qui gagne contre Sami Zayn, qui était plutôt un combat de propre, comme on l'a dit pendant la review. Après, les 2-3 trucs qui servent à pas grand chose, bah, là, tout le micmac autour de l'Intercontinental pour le public télévisé qui n'a servi à que dalle. Et mention spéciale pour Paul Heyman chantant le thème de John Cena. Ta note, tu m'as dit? Toi, un 3, un 3 sur 3. 5, pardon. Ouais, un 3 sur 5. Eh ben écoute, et tu vois, c'est marrant parce que je lisais un petit peu en même temps dans notre Discord, cher peuple de Catch-Up, si vous voulez venir vous inscrire. Et par exemple, tu vois, Ringside a trouvé le SmackDown excellent, quoi. Pour lui, par contre, envoyer Baylor se casser les dents sur Roman, il a peur que ça soit un peu trop tôt et que ça tue le momentum de l'Irlandais. C'est pas forcément faux. Il faudrait qu'il perde sur une intervention de quelqu'un avec un Sami Zayn rancunier, par exemple. Et Ringside, il espère vraiment, lui, une victoire de John Cena à SummerSlam, hein, clairement. De l'autre côté, on a notre Raphaël Ye aussi, lui pareil, qui a trouvé que c'était un gros SmackDown avec un final assez inattendu. C'est vrai que cette arrivée de Finn Balor face à Roman Reigns, c'est vrai qu'on n'aurait pas misé grand-chose dessus. Et puis je crois qu'on avait notre Giscal aussi qui était intervenu, mais je sais plus où, je le retrouve plus. Mais notre ami Giscal, fan devant l'éternel d'une John Cena, j'imagine qu'il était en folie. et de toute façon, Cena, il a mis le feu à l'entrée de Raw et à l'entrée de SmackDown. Voilà, comme ça, les choses sont claires. Et à la fin de Money in the Bank. Donc là, il y a 3 shows WWE qui viennent de s'enchaîner avec la salle on fire avec la venue de John Cena. Allez, je vais vous donner mon top, mon flop et ma note. Je vais vous donner mon flop. Je vais vous donner mon flop. Ah, je vais le donner à. Ouais, un peu comme toi, j'aurais hésité avec le Switch et tout ça parce que ça m'a un peu dérangé. Mais d'un autre côté, comme il y avait justement ce fameux décorum que j'ai trouvé assez extraordinaire et que moi, ça m'a pas trop sorti du show, quoi. Ça m'a surpris. Il y a quelques trucs que j'ai pas trouvé pas trouvé super, mais j'ai trouvé globalement que c'était plutôt pas trop mal monté. Bon, allez. Moi, je vais le donner à Sami Zayn, en fait, mais je vais pas le donner à Sami Zayn comme souvent, je vais le donner au booking de donner à Sami Zayn. Quand même. Moi, je suis assez déçu que ça soit lui qui finalement serve pour donner la soupe
à notre ami Finn Balor, genre à la rigueur préféré un autre mec de low card, de mid card, un Baron Corbin pour vendre le retour de Finn Balor aurait été parfait. Moi, Sami Zayn, c'est un catcheur que j'adore et que j'ai envie de voir. Sami Zayn et Kevin Owens, c'est vraiment deux catcheurs pour qui j'ai une affection particulière dans ce roster là depuis quelques années. Et vraiment, je voudrais aller voir encore plus haut. Alors Kevin Owens, on a eu la chance de le voir un peu haut quand même, quoi, dans toute sa carrière. Mais Sami Zayn, c'est dur, hein, il plafonne, hein, il a du mal à péter le plafond de verre. Hein. Il n'a pas eu une victoire encore vraiment significative, à part peut-être, voilà, il y a eu l'Intercontinental, il y a eu quelques grands coups d'éclat comme ça, de quelques grands matchs. Mais ça manque d'épaisseur un peu, moi je trouve, pour Sami Zayn. Et donc vraiment, je suis assez déçu. Et donc le voir dans un booking comme celui de vendredi soir, ouais, bah ça me déçoit un peu, quoi. Voilà, je me retrouve un petit peu je suis un peu chafouin comme avec Kevin Owens à Money in the Bank, quoi. Un petit peu le même problème. Et puis je vais te rejoindre, je pense, pour le top, puisque je vais le donner tout simplement à la promo de la tête de la table, parce que quand on combine tout ce fil rouge finalement avec John Cena, avec Finn Balor, avec Roman Reigns, avec le match de Jimmy et Dominique et tout ça, le fil rouge à SmackDown, c'est quand même un des trucs vachement bien, hein, depuis plusieurs mois, quoi. C'est C'est vrai ça qu'à le chaque faire. Ouais. fois, chaque, chaque émission tourne autour d'un spot bien spécifique lié au pay-per-view, lié à la qualité, lié aux rivalités, etc. Et qu'ils en démordent pas, et ça je trouve que c'est quand même bien, quoi. Au niveau de l'écriture, on nous prend pas pour des cons là en ce moment à SmackDown, alors que j'ai vraiment l'impression qu'à Raw ils sont total roue libre. On fait n'importe nawak, mais c'est pas grave, allez, on se fait plaisir. Alors qu'à SmackDown, on a vraiment la sensation qu'il y a vraiment un travail de fait derrière, et le fil rouge de cette émission était vachement bien et me permet d'apprécier le truc, quoi, et terminer avec cette méga promo heel de la tête de la table, bah, c'était parfait. Donc voilà, donc mon top à ce segment. Et puis ma note, ça va être. Oh, alors oui, il y avait des trucs gênants. Alors oui, il n'y avait pas assez de catch. Alors oui, presque les dark matchs étaient presque plus intéressants que ce qui s'est passé en réel devant l'écran. Mais malgré tout, j'ai été bien diverti. Le temps est passé vite. C'est aussi une des qualités de SmackDown, quoi. Ça dure 1h25, 1h30. Donc du coup, c'est assez digeste. Et ça permet. Voilà, je me suis pas ennuyé pendant ce SmackDown malgré tout. Et donc, bah, je vais être en accord avec mon tag team partner of the day. Et moi aussi, je vais mettre un 3 sur 5 à ce 1044e SmackDown. Et ben, mon zigote, on est arrivé au bout de l'affaire. Je voulais juste qu'on finisse euh, par un truc, quand même, par l'événement de la semaine. Alors, on enregistre, pour tout vous dire, aujourd'hui, on est dimanche, les amis. Donc, vous connaissez peut-être qui est quand même la grosse information de la semaine. C'est qu'il y a un certain catcheur de Chicago qui a signé à la All Wrestling. Et il paraît que ça a fait un peu remuer les réseaux sociaux, Zigote. Tu connais ce mec? Oui, quelqu'un qui a fait quelques piges à la WWE. Bon, c'est un wannabe un peu, non, peut-être? C'est un petit jeune qui débute, c'est un rookie. Ouais, c'est ça, sûrement, ouais, je pense. Il doit commencer dans je sais pas, avec des initiales, CM Punk, quelque chose, non, je sais pas. Ça me Ah, parle un peu, mais pas plus que ça, tu vois. voilà, ça c'est un nom qu'ils ont trouvé à NXT, ça, à tous les Ouais, coups, je quoi. pense, ouais. Voilà. Donc voilà, donc écoutez les amis, 10 ans après le fameux Money in the Bank 2011, 7 ans après son départ en ayant fait claquer quelques portes de la WWE, 7 ans après quand même, hein, après un passage assez calamiteux, il faut bien le dire, en MMA, CM Punk revient au catch professionnel. Alors pour l'instant, on ne sait absolument, on n'a aucune info. Hein. On sait juste qu'il a signé, la seule info qui a été donnée, c'est la signature de contrat. C'est tout ce qui a été donné. Bon, j'imagine que Cody Rhodes doit déjà se pourlécher les babines, mais c'est à peu près toute l'info qu'on a pour l'instant. Mais qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Zigote, ce retour de Punk dans le monde du catch professionnel? Ça m'évoque pas grand-chose parce que CM Punk, alors comme beaucoup de monde, j'avais apprécié la grande période du Summer of Punk, mais j'ai jamais été un grand fan du personnage. Après, c'est parce que à l'époque où je disais encore beaucoup les Dirty, c'était quelqu'un qui se plaignait beaucoup, qui pleurait beaucoup sur son sort, qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas. Et le problème, c'est que quand tu es à la WWE, bah, c'est pas toi qui décides de ce que tu veux faire à la WWE, c'est la WWE qui va décider de ce qu'elle va faire avec toi, et pas l'inverse. Mais je, alors, je serais extrême en disant que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je suis curieux,
parce qu'il y a un autre nom que j'ai entendu cette semaine qui est pressenti aussi, voire même déjà signé un potentiel contrat pour rejoindre la fédération, la IW pour la rentrée prochaine, qui est aussi un catcheur post-retraité de la WWE, hein, que tu aurais pu parler également, du nom de Daniel Bryan, j'ai lu cette semaine, qui pourrait aussi, Oui. lui... Bah, écoute, j'allais excuse-moi, tu y te venir, coupes le mais l'herbe sous le pied. non, vas-y. Ah non, mais vas-y, Et continue. du coup, je sais pas. Après, je suis pas forcé. Je suis jamais fan des fédérations qui récupèrent les catcheurs des autres fédérations, parce que je me dis toujours, ils sont pas capables de créer des choses avec leurs propres mains et tout ça. Mais enfin, voilà, le catch ou quelle que soit une industrie, laquelle qu'elle soit, on pioche toujours ailleurs pour grandir et monter. Et après, voilà. Alors, CM Punk, je suis pas un grand fan, mais ça aiguise ma curiosité de savoir comment ça pourrait être amené. Ouais, du coup, Daniel Bryan, pareil, ça aiguise ma curiosité. C'est beaucoup de choses. Après, je pense que le roster de la EW commence à être massif. Mais quand je dis massif, le roster doit être quand même très conséquent, je trouve, parce que toutes les semaines, j'ai l'impression qu'il y a toujours un nouveau catcheur qui arrive. J'espère que voilà, c'est pas tout plein d'arrivées pour comment dire, oublier entre guillemets les originaux, la IW, pas comme faisait comme ça s'est passé avec Impact, la TNA à l'époque. Au bout du compte, tu avais tous les Styles, Joe, Christopher Daniels, Motor City Machine Guns, etc. Et après, quand tu as tous les anciens vieux de la WWE qui sont arrivés, les Hogan, les Sting, les Nash et tout ça, et qu'au bout du compte, la fédération s'est perdue. Alors, je pense que la WWE est quand même un peu plus intelligente que ça et ne fera pas les erreurs des anciennes fédérations, mais ou alors balancer un deuxième show, peut-être de faire un autre, avoir comme Raw et SmackDown, bah du coup Dynamite et je sais pas quoi, je crois qu'il peut-être même lui qu'ils allaient peut-être faire un show de développement ou autre, mais je suis pas sûr de mon information. Je saurais peut-être m'en dire plus. Ouais, donc du coup, on a 2 gros noms. Alors, sur Daniel Bryan, écoute, moi, je n'ai pas, d'informations définitives, par contre, hein, sur le fait qu'il ait signé. Oui, Autant voilà, CM Punk, ça va beaucoup. j'ai vu un gros truc, mais voilà, autant CM Punk, ça a l'air d'être Ouais. confirmé. Ouais, CM Punk, ça a été confirmé dans tous les sens, donc là, il y a vraiment plus de doute là-dessus. Mais pour Daniel Bryan, on attendra des confirmations. Ça se trouve, ça sera peut-être confirmé dans le week-end ou dans la semaine. En tout cas, c'est vrai qu'il a l'air d'être vraiment très, 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 très proche. Donc, de toute façon, là, la Elite Wrestling est en train de construire quelque chose là, mais ça, on aura l'occasion d'en parler, peuple de catch-up, parce que j'espère bien revenir pour quelques reviews de Dynamite bientôt, parce que là, les derniers Dynamite ont été assez formidables. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu à la Elite Wrestling ces derniers temps et j'ai un peu envie d'en parler. Je pense que je vais recontacter quelques amis qui aiment parler de la Elite Wrestling à catch-up. Mais il s'y passe des choses et c'est intéressant. Donc on aura l'occasion d'en reparler à cette antenne. En attendant, on est sur la WWE. On va se retrouver très prochainement parce qu'on va avoir un mois d'août agité, hein, les Raw, les SmackDown. Direction, c'est la road vers SummerSlam. Donc ça s'agit très fortement en ce moment. Et pour être tenu au courant de toutes les affaires des chroniqueurs de la Team Catch-Up, eh ben c'est simple, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube. Là, si vous êtes en train de nous écouter sur la vidéo, laissez-nous un petit pouce, laissez-nous un commentaire, partagez la vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Vous avez aussi le site officiel catchup.lepodcast.fr. Mon coyote Zigote, je te remercie d'être venu commenter le monde merveilleux du show bleu avec moi. Je te remercie et nous remercions Roman Reigns d'avoir daigné nous inviter à sa table. Exactement, c'est bien sympathique de sa part. J'espère qu'il s'est rendu compte que quand même, avec les chroniqueurs de catch-up, c'est pas la routine. Hein. C'est pas la routine du missionnaire, quoi, tu vois. Donc, ça se passe comme ça à catch-up. Et ben écoutez, en ligne, vous avez toujours la review de Money in the Bank, avec moi-même, avec Papy et avec Raphaël. Vous avez également le Monday Night Raw qui vous est relaté par le patron Yerem et toujours Raphaël hier. Voilà, je crois que j'ai été complet. Peuple de catch-up, on vous souhaite une bonne semaine
pleine de catch. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge, plein la face, bien sûr. Et puis, bah, je n'ai plus qu'à remercier et à saluer mon ami Zigote. Salut Zigote. Salut tonton, merci à vous, à la prochaine pour une prochaine review. Salut peuple de catcheurs. Toum toudoum, toum toudoum, toum toudoum.